Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer cette rencontre, nous souhaitions vous rappeler que nous organisons tous les mois des événements culturels dans le centre de Paris et ces événements sont retransmis en direct. Si cette vidéo vous donne envie de prolonger l'expérience, de participer aux échanges ou de rencontrer des artistes, inscrivez-vous à nos prochaines rencontres. Tous les liens sont disponibles dans la description et sur notre site internet alliancefr.org. Et si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Pour suivre nos prochains événements et ne rien manquer des nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Bon visionnage! Bonsoir à toutes et à tous. C'est mieux avec le micro. Et à ceux qui sont donc dans cette salle de l'Alliance française, mais aussi à tous ceux qui sont de plus de 50 pays dans le monde à nous écouter, à nous voir. Et je regardais dans la liste des pays, vous avez tous les 4 pays représentés par les écrivains de ce soir, mais aussi 46 autres pays. Ça va je ne sais pas, du Ghana au Brésil, au Rwanda. Pour Haïti, je sais qu'à Jacmel, on nous écoute en ce moment, on nous voit en ce moment, mais aussi du Sri Lanka ou de la Suède, par exemple. C'est le monde entier qui est un petit peu avec nous ce soir. À mes côtés, les quatre poètes. Rim Batal, à ma droite, qui est né à Casablanca en 1987, je me permets, c'est dans tous vos livres, donc c'est pas je ne révèle rien. Vous avez fait des études de journaliste, vous êtes intéressé à la photographie, à la poésie, et vous faites des expositions et des performances, je vais à la fois en France et au Maroc. Votre premier recueil s'intitulait 20 poèmes et des poussières. D'autres titres, Latex, Transport commun, L'eau du bain, et puis le dernier, X et excès. Et vous avez également publié une sorte d'anthologie personnelle, mine de rien, qui rassemble les textes que j'ai pu citer. Et puis vous avez publié également un premier roman, on en dira un mot, Je me regarderai dans les yeux, et ça a été publié en 2024. 25. Et Sophia Karampali Farhat, je voudrais particulièrement vous remercier ce soir, Sophia, d'être avec nous. Vous êtes née au sud Liban. Votre premier et pour l'instant unique recueil, Zaatar, commence par ces vers: Je suis né sous les bombes, je mourrai sous les mots. Non, je pense que l'actualité rattrape ces vers, et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et vous êtes né en 1994 dans une famille gréco-libanaise. Vous êtes venue pour vos études en France. Vous êtes chercheuse en géopolitique et vous avez travaillé aussi dans l'édition et dans la traduction. Et vous avez donc publié ce volume Zaatar en 2023. La date est bonne cette fois. Très bien. Marc-Alexandre Obambé, vous êtes né pour votre part en 1976, je peux le dire aussi. Non. Au Cameroun, vous êtes venu en France finir vos études à l'âge de 17 ans. Vous êtes poète, slammer, sous le nom de Capitaine Alexandre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine d'activité de Marc-Alexandre, ce nom vient tout simplement du nom de René Char pendant la guerre. Son nom comment est-ce qu'on dit vous l'avez récupéré pour en faire un nom de slammer. Vous êtes auteur de plusieurs recueils de poésie. Le premier s'intitulait Le chant des possibles. On est en 2014. Par la suite, résident de la République, de terre, de mer, d'amour et de feu. Et puis plus récemment, une anthologie réunie et qui s'intitule Carnet de vertige, et puis aussi un autre recueil, La vie poème. Mais vous êtes aussi romancier. Vous avez publié trois romans, Dien Bien Phu, Les Lumières d'Oujda et Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé. Enfin, René Saint-Éloi, vous êtes pour votre part né en 1963, en 1963, à Cavaillon, mais en Haïti. Et vous êtes venu à Montréal en 2001 et vous y avez créé les éditions Mémoire, vous aviez créé, en Haïti les éditions Mémoire, qui sont devenues Mémoire d'Encrier au Québec. Donc vous êtes à la fois poète, écrivain, mais aussi éditeur. Vous avez l'autre casquette. Vos
recueils. Le premier, je crois, Graffiti pour l'aurore en 1989. Je cite quelques autres titres. J'ai une ville d'eau, de terre, d'arc-en-ciel heureux. Et puis deux autres recueils. Nous ne trahirons pas le poème. Et enfin, le dernier, Fait du feu. Mais vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages en prose. Haïti Kembela, Passion Haïti, Quand il fait triste, Bertha chante. Et puis un livre coécrit avec l'écrivaine palestinienne qui vit désormais au Canada, Yahael Radban, et le livre s'intitule « Les racistes n'ont jamais vu la mer ». Ils ont tort. Et peut-être ma première question... Alors oui, la soirée sera un petit peu particulière ce soir parce qu'il y aura les interventions des étudiants qui poseront des questions directement aux auteurs et qui, pour certains, liront des textes des auteurs. Eux-mêmes liront des textes au cours de cette soirée. Voilà. Peut-être pour commencer, je voudrais vous poser une question un petit peu pour faire connaissance. Et je vais commencer par vous, Sophia. Prenez un micro. La poésie et vous, petite fille, adolescente, vous pratiquez la poésie. Vos parents vous ont aidé, vous ont guidé vers ces livres. Les livres sont venus par ailleurs, par l'école, par des amis, par des rencontres. La poésie et vous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une chance. La poésie et moi, ça a été d'abord une histoire non verbale, je pense. J'étais une enfant pas très verbale, je ne parlais pas beaucoup. Je passais mon temps vraiment dans le champ d'olivier que mon grand-père avait planté, donc à Jarjour, dans le sud du Liban, actuellement parmi les villages évacués. Et en fait, je passais mon temps en dessous à contempler, à regarder ce qui se passait. Le rythme très lent, les arbres, le ciel qui bougeait, etc. Donc ça, c'était le premier rapport à la poésie, c'est-à-dire une forme de connexion non verbale. Ensuite, quand j'ai eu 12 ans, il y a eu la guerre de 2006, donc la guerre israélo-libanaise de 2006, qui est arrivée et qui a détruit un peu tout, enfin, à la fois la maison, mais aussi le chemin vers l'école. Et donc, on a dû, après la guerre, reprendre l'école comme si de rien n'était, parce qu'en fait, de toute façon, voilà, moi, j'entrais au collège à cet instant-là, et je me suis dit, de toute façon... c'est un peu la norme qu'on nous impose de reprendre de rentrer au collège malgré le fait que rien n'a été reconstruit encore. Donc voilà, j'entre à ce moment-là au collège et ça me semblait absurde, juste en fait, toute cette destruction, et moi je reprends l'école, on reprend l'école comme ça. Et cet instant-là, vraiment, je pense que ça a cristallisé le moment où j'ai commencé à écrire des choses. C'était des notes dans mes carnets, c'était pas forcément de la poésie telle que je l'ai conçue. Pour nous, la poésie, c'était beaucoup Mahmoud Darwish, etc., qu'on écoutait, et ça me semblait tellement loin de ce que j'étais capable de moi devenir un jour, c'est-à-dire une personne qui écrit de la poésie. Donc il y a eu vraiment de grandes déconstructions à faire avant de me sentir légitime. Et finalement, je suis venue en France. Mes mots m'ont toujours accompagnée, comme des amis fidèles, voilà, toujours. Et en fait, le moment où j'ai eu le temps d'écrire et qui a été un peu nécessaire, c'était suite à l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, qui nous a un peu explosé le cœur en même temps en explosant le port. Et cet instant-là, il y a tout qui est sorti. C'est sorti par de la poésie, par juste des mots simples. Et pour moi, c'est le seul genre que j'ai réussi à trouver, le seul genre littéraire qui permet, sur la même page, de mettre la violence et la douceur pour montrer le paradoxe, à quel point est-ce que c'est absurde, tout ce qu'on traverse en termes de violence, mais c'est bien vrai. Voilà. Je vais tout de suite céder la parole à Raïssa pour poser sa question à Marc-Alexandre.
Bonsoir, je m'appelle Raïssa et j'ai une question pour Marc-Alexandre. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à vous intéresser à la poésie? Merci. Bonsoir Raïssa, bonsoir à toutes et à tous. À quel moment de ma vie j'ai commencé à m'intéresser à la poésie? Je pense que je ne suis né que pour quelques poèmes. Et j'ai commencé à m'intéresser viscéralement à la poésie quand j'ai écrit à 6 ans ou 7 ans un poème pour la fête des mères et que ma mère a eu les larmes aux yeux et que j'ai eu envie de faire ça toute ma vie. Voilà, offrir à cette merveilleuse des larmes de bonheur, des larmes d'émotion. Donc voilà, je suis tombé dans la poésie par amour. Je suis un poète, ou j'aspire en tout cas à être un poète et à rester un poète par amour. Et le premier moment, ça a été cette émotion dans les yeux d'une femme que j'aime plus que tout. Et je me suis dit, les mots peuvent faire ça, les mots peuvent provoquer ça. Les mots peuvent chambouler à ce point les mots. Et pourtant, c'était un poème très simple. Hein, c'était pas... Mais les mots, à cet endroit-là, venaient me dire quelque chose aussi que je découvrirais des années-lumière plus tard. Mais la première émotion, c'est celle-là. C'est le visage de ma maman qui m'écoute et qui est très fière et qui est très émue et qui était professeur de français, de lettres, de philosophie et qui animait un cercle de poésie à la maison à Douala, au Cameroun, où je suis né, où j'ai grandi. Donc je pense que le fait de... C'était plus qu'un poème pour la fête des mères, pour elle. Ça voulait peut-être dire quelque chose, peut-être que son enfant marcherait dans les pas de celles et ceux qu'il allait appeler plus tard des professeurs d'espérance, les poètes. Rodney, votre chemin, vous, une maman, des rencontres, l'école, une grand-mère? Oui, il y a en fait une grand-mère qui m'a donné ce qu'elle n'avait pas, c'est-à-dire qui m'a donné l'alphabet. Et je pense que c'est cet art de l'impossible. En créole, on dit « bas de l'eau pour faire beurre », c'est-à-dire avec de l'eau, on va faire du beurre. C'est-à-dire on fait tous les possibles, on invente le matin. Et ça, c'est les femmes qui le font, qui font la vie, qui brassent l'eau pour que ça devienne beurre. Et ma grand-mère me faisait lire la Bible, et c'était le psaume 23. Et c'était, en fait, dans un village, on était ce qu'on appelle une petite famille pauvre. Mais ma grand-mère me faisait lire, et qu'elle disait psaume 23, typait psaume 23. Et puis, et moi, je répétais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de beaux pâturages. Et finalement, je suis devenu naturellement complètement mégalomane. Donc, seule la poésie pouvait me sauver, c'est-à-dire, je ne manquerai de rien. Tous les jours, je répète cette phrase, et je me suis dit, mais quand on a les mots, rien ne peut nous manquer. Vous voyez, Sophia, tout a explosé. Bombe, tout comme Sophia vient de le dire, mais elle est debout. Et quand on a les mots, on existe grâce aux mots. Et c'est ça que j'ai compris. Et je pense que c'est le sens, c'est ce qui a fondé mon écriture et mon être. Je laisse la parole à Michel, cette fois, pour une question à Harry. Bonsoir, je m'appelle Michel. J'ai une question à Ran. Quand vous avez commencé à écrire des poèmes, pourquoi ce choix plutôt qu'autre forme littéraire? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Bonsoir, messieurs, dames, et bonsoir aux personnes qui nous suivent partout dans le monde, d'après ce que j'ai cru comprendre. Merci pour cette question. Donc, à l'instar de mes camarades, j'ai découvert la poésie dans l'enfance. Et pour ma part, c'est arrivé avec la musique classique arabe. Mes parents écoutaient beaucoup des classiques comme Kalthoum, Fayrouz, Asmahan, Abdel Wahab, Abdel Halim Hafez. Et aussi, ils avaient tendance à... on n'avait pas de livre de poésie à la maison, on n'avait pas de recueil, mais ils citaient toujours des vers de poètes classiques ou contemporains comme des sortes de mantras pour nous éduquer.
Donc pour nous apprendre des choses, pour appuyer leurs paroles, ils citaient tel ou tel vers de tel ou tel poète. Par exemple, pour nous inciter au respect du professeur, ils nous citaient c'est lève-toi et salue ton professeur, parce que le professeur ou donc la personne qui t'apprend quelque chose, c'est presque un prophète. Et donc, moi, j'ai commencé à aimer les mots et cette forme en particulier dans cet univers-là, dans ce contexte. Et je commençais un peu à gribouiller pour essayer, moi aussi, essayer d'agencer des mots et les organiser pour faire un effet aussi fort, similaire en tout cas. Et un jour, j'étais chez ma grand-mère, et chez ma grand-mère vivait un oncle qui était un peu reclus dans sa chambre et il lisait beaucoup de livres. Et quand il n'était pas là, parce qu'il était un peu alcoolique, il y avait les volets fermés et tout, et quand il sortait de sa chambre pour aller acheter de l'alcool, moi je glissais dans sa chambre et je regardais sous son lit et sous ses meubles pour aller voler des livres. Et c'est comme ça que pour la première fois, je suis tombée sur un recueil de poésie. Et je me suis dit, waouh, en fait, on peut mettre ça dans les livres aussi. et voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais moi aussi, je veux devenir... Je ne savais pas qu'on pouvait être poète. Je ne savais pas qu'on pouvait être autrice. Je disais, je veux devenir écrivain. On va peut-être garder les applaudissements pour la fin, parce que si vous applaudissez à chaque parole... On va laisser la parole d'abord. Bernard était qui est agacé. Non, simplement, on va les grouper. Marc-Alexandre, je voudrais qu'on parle, pour tous les quatre, de l'importance de la géographie et des géographies, des lieux. Dans vos recueils, on voyage beaucoup dans votre poésie. J'ai sorti un vers de l'un de vos recueils. Vous mêlez volontiers les géographies, je cite, dans une ruelle de Bagdad, un village de Syrie ou un quartier de Bangui. On a déjà les continents qui se mêlent. L'importance des géographies dans votre écriture. Le poème a un lieu, il a un ancrage géographique et l'importance aussi du lieu d'écriture, les deux. L'importance du lieu cité et l'importance du lieu d'écriture dans votre poésie. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir entendu la question. J'ai entendu les vers, mais je n'ai pas entendu la question. La question, c'est est-ce que la géographie joue un rôle déterminant dans votre écriture? Vous citez, vous aimez, vous ancrez quelque part. Et est-ce que le lieu d'écriture a également une importance, où on peut écrire sur Bagdad à Port-au-Prince ou l'inverse, à la fois le lieu d'écriture et l'importance de la géographie dans votre œuvre? Alors, je considère que je suis du monde et que je suis enraciné dans mon errance. Et chaque lieu que je traverse me traverse aussi. Et j'ai la chance de pouvoir voyager. C'est vraiment une chance infinie, inouïe, de pouvoir voyager par la poésie, pour la poésie. Et je dis gratitude chaque jour pour ça. Et j'aime raconter aussi les lieux que je traverse et qui me traversent. Donc, j'aime les nommer. J'aime... dire où je suis allé, où les mots ont surgi. Et j'aime aussi enlianer les lieux parce que ça me rappelle une chose essentielle pour moi, c'est que je suis d'ici, de là-bas, de partout. Partout, j'ai été accueilli comme un être humain, en fait. Et j'aime le rappeler, j'aime me le rappeler à moi et j'aime le rappeler aussi à quelques personnes autour de moi qui me font le cadeau quelquefois de me lire. Et les recueils ont des lieux d'écriture. Je sais que j'ai des lectures, je me souviens où j'ai lu tel et tel livre. C'est votre cas aussi pour l'écrire. J'ai écrit ce poème à tel endroit. Oui. Alors, pas les recueils, les poèmes. Il y a un recueil que j'ai écrit en Haïti, que Rodney a publié, de Terre, de mer, d'amour et de feu. On était en Haïti ensemble, invités par Yannick Lahens pour la foire du livre. Et quand je suis revenu d'Haïti, j'étais pris de fièvre d'écriture et j'ai envoyé quelques semaines après à Rodney un texte et je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai écrit le texte que je devais à Haïti. Donc c'est le seul recueil qui a été écrit dans un lieu, un seul. Mais je me souviens, oui, des poèmes, des endroits où j'ai écrit les textes et aussi des endroits où des poèmes m'ont écrit. Rodney, puisqu'on vient de parler de vous, je vais citer l'un de vos vers. Vous dites « Je suis l'arraché et l'ancré ». Vous êtes à la fois celui qu'on a effectivement arraché, mais celui qui est ancré quelque part. À Haïti,
tout part d'Haïti, tout y revient d'une certaine façon? Tout part en Haïti, mais en fait, Haïti, c'est une métaphore. C'est-à-dire, excuse-moi, hein, j'ai des difficultés à chaque fois qu'on pose ces genres de questions, parce que tout Haïtien avait un rêve, tout Caraïbéen, c'est d'écrire Cahier d'un retour au pays natal. Et aujourd'hui, le pays natal est devenu très abstrait, dans le sens où je ne peux pas dire je retourne en Haïti. Il n'y a aucune compagnie aérienne qui va en Haïti. Il n'y a pas d'aéroport. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que mon corps est empêché, mon être est empêché, mon imaginaire est empêché. Donc, c'est-à-dire que même le retour, c'est-à-dire que les racistes ont une phrase qui marche plus. Retourne chez toi. Je peux pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire que moi, je suis empêché. Donc, c'est un petit peu difficile parce que c'est des rêves qui sont piétinés. Parce qu'il y a des gens qui passent 50 ans. En fait, quand c'était Duvalier, les gens partaient et les gens attendaient. Le temps ne passait pas. Pendant 30 ans, ils avaient encore leur valise pour dire je vais retourner, je vais reconstruire. Les gens ont toujours un rêve de cahier de retour au pays natal, en fait, pour ne pas passer à côté de leur cri, le seul qu'on ait voulu l'entendre crier, parce qu'il y a l'imaginaire de Césaire qui est très fort, il y a Saint John Perse, il y a toutes nos lectures qui nous ont fondés, et aujourd'hui, ça s'effondre. C'est une douleur, en fait, immense. Donc, on a parlé du Liban, mais Haïti, c'est une très, très grosse douleur. C'est-à-dire, il y a des géographies qui se défont. Et que des géographies qui se défont, et avec une puissance coloniale d'un empire qui nous dévaste. Donc, on est complètement arraché, et qu'on est arraché même, en fait, vous voyez, donc, on parlait de l'esclavage du non-retour, et je pense qu'on est encore esclavagisé, parce qu'on ne peut pas retourner. Peut-être qu'on peut être déporté, mais on ne peut pas, et aujourd'hui, on ne peut pas y aller, parce que les frontières, on ne traverse plus les frontières aujourd'hui, tout au moins pour des êtres comme nous. Et il y a un jeune Haïtien qui a écrit un livre fondamental, et si vous trouvez ce livre-là, vous pouvez même le voler, et ça s'appelle « Ni exil, ni pays ». C'est-à-dire, vous voyez cette impossibilité, puisque avant, le verbe le plus utilisé en Haïti, dans nos rêves, le seul verbe qu'il y avait, c'était partir. On voulait partir, naturellement, pour fuir la misère. C'était partir. Et puis, ceux qui ont pu partir sont partis. Mais là, en Haïti, il n'y a ni exil, ni dans la réalité, ni dans l'imaginaire, ni exil et ni pays, parce que 80% du pays, c'est entre les mains des gangs. Donc, c'est ça, ça veut dire. En écho à vos propos, je voudrais qu'on entende un de vos textes qui va être lu par Clara et Michel. Cet extrait du dernier recueil. N'écoute pas les bruits du monde. Le vent va comme il va. Sans papier. Le vent vient comme il vient. Sans frontières. Le vent est le gardien du village. Je lui parle quand je m'ennuie. Me remémore, me remémore. Je ne paie pas plantation. Je ne suis pas scarabée. Je suis une yam. Je suis manioc. Je suis plantain. Je suis l'arraché et l'ancré. Je suis la mouche à verre. Je revendique les chemins géants. Pour aller loin, plus haut. À langue morte des feuillages. Merci beaucoup. Sophia, pour vous, la géographie, tous vos poèmes, en tous les cas ceux qui sont dans Zaatar, c'est le Liban, la géographie quasi unique. Il y a quelque chose de plus... Moi, j'ai un peu de mal avec les États tels qu'ils sont aujourd'hui.
à la fois délimités par leurs frontières, à la fois tels qu'ils se positionnent sur la Cour au niveau de l'international, au niveau du droit international, etc. Donc au départ, j'avais en moi, dans mon cœur, en écrivant Zaatar, j'avais bien sûr le Liban en tant que tel, en tant que Liban 1920, dans ses frontières actuelles, qui fait l'objet d'un de mes poèmes. Et il y avait aussi la Grèce, même si elle est un peu moins présente, la Grèce à travers ma mère, etc. Plus j'avance, plus je me rends compte que les feuilles de ce livre, ce sont les feuilles de mon arbre. Et en fait, c'est l'arbre ma géographie. C'est l'arbre qui est profondément enraciné, encore aujourd'hui. C'est l'arbre qui résiste au phosphore blanc, qui est bombardé encore aujourd'hui où je vous parle. Il y a eu encore des attaques au phosphore blanc. Le phosphore blanc, en plus, rend la terre stérile. Donc, il y a cette question de stériliser la terre parce que c'est une arme illégale qui est utilisée aujourd'hui par l'armée israélienne et c'est une arme qui stérilise le sol. Et les arbres aussi souffrent quand on les assèche, ils poussent des cris en ultrasons. En fait, on est complètement, à mon avis, la géographie telle qu'elle est. Moi, aujourd'hui, en tant que personne qui souffre, j'essaye de m'enraciner le plus possible dans cette géographie-là, c'est-à-dire dans cet arbre qui veut prendre racine très profondément pour essayer de résister. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, pour qu'il puisse ensuite, dans un deuxième temps, lever sa force vers le ciel. Et quand il lèvera la force vers le ciel, c'est à ce moment-là qu'il touchera quelque chose qui fait le tour du monde, le ciel qui bouge, les nuages qui bougent, les oiseaux qui touchent tel pays et tel pays dans leur migration. En fait, c'est ça ma géographie. Je comprends ce que mon grand-père et ma grand-mère disaient, parce que je viens d'une famille où ils étaient analphabètes. Je ne viens pas d'une famille, malheureusement, qui a eu accès aussi à l'éducation. Donc, mes grands-parents ont planté ces arbres avec tout leur amour. Ils ont retourné cette terre avec tout leur amour, cette même terre qui est aujourd'hui, malheureusement, en train d'être occupée. Et moi, en fait, dans ça, je comprends leur plus grand poème. Leur plus grand poème, c'est de faire corps avec cette terre, de la faire naître, d'en prendre soin. Et même si c'était des personnes analphabètes, c'était les plus grands poètes qui soient. Donc voici, moi, ma géographie. Ce n'est plus juste les frontières de mon pays, c'est l'arbre. L'arbre tel qu'il est planté dans mon champ d'olivier, l'arbre tel qu'il est planté en Haïti, tel qu'il est planté au Maroc, tel qu'il est planté aussi partout dans le monde. Rim, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que la géographie telle qu'on la conçoit est moins présente chez vous, que le Maroc ou la France sont moins présents que d'autres thématiques. Alors je dis ça et en même temps, le premier poème de Mine de Rien commence par « Je marchais au bord de la Seine », donc un ancrage très, très signifié. Et un autre texte évoque aussi Zone Franche, évoque Tanger, et vous nommez Tanger. Donc il y a aussi des lieux qui sont nommés, mais la géographie me paraît néanmoins moins présente que peut-être chez vos trois autres camarades. Je me trompe ou pas ? Non, vous ne vous trompez pas. Il y a quelques années, je pratiquais aussi la photographie en plus de l'écriture. Et une des séries photographiques que j'avais réalisées, que j'avais exposées un peu partout, dans Maison Photo Lille et dans des galeries au Maroc et ici, c'était des photographies. C'est une série photographique qui s'appelle No Man's Land. Et il s'agissait de photos de corps de femmes nues avec lesquelles je m'entretenais au préalable et avec lesquelles je dressais la liste des personnes, organismes, institutions qui les oppressaient jusque dans leur corps. Et ensuite, on dessinait une sorte de géographie un peu hasardeuse et arbitraire sur leur corps et on inscrivait les noms qui figuraient sur cette liste et je prenais les photos. Et donc, on ne voit pas forcément les visages de ces femmes parce que d'abord,
pour une question de pudeur et pour préserver leur anonymat, je ne voulais pas faire ça. Et ensuite, parce qu'il ne s'agissait pas d'une femme, parce que je voulais montrer à quel point toutes les femmes, tous les corps des femmes étaient colonisés, qui par la religion, qui par des traditions, qui par des lois qui sont prises sans prendre en considération les vrais besoins des femmes, leur voix, etc. Donc moi je dirais qu'en effet, hormis quelques villes comme ça qu'on voit un peu partout dans mes livres, par exemple, je me regarderai dans les yeux, c'est pas de la poésie, mais le roman se passe à Marrakech puis à Casablanca, vous avez cité le poème Tanger, etc. Mais pour moi, tous mes poèmes s'ancrent dans le corps, qui est pour moi le territoire premier, et qui est finalement notre seule terre, bagage. C'est là que nous naissons et c'est là que nous mourrons. Et voilà, c'est une sorte de territoire portable. Et même en se contentant simplement de son corps comme terre et comme territoire, on vient vous chercher jusque-là. Alors, nous sommes à l'Alliance française, donc la langue est évidemment très, très, très importante. Marc-Alexandre, vous aimez jouer avec les mots, vous aimez même le jeu de mots, vous le pratiquez volontiers dans votre poésie. Est-ce que vous pratiquez aussi le jeu de langue? Est-ce que les langues que vous pratiquez, de temps en temps, vous en citez certaines, vous citez des phrases entières en portugais, vous en citez dans d'autres langues. Les langues que vous connaissez interfèrent dans votre poésie en français ou pas? Est-ce que vous avez ce souci-là ou c'est quelque chose qui vient d'une façon assez naturelle? La langue et vous, les langues et vous? Oui, là, pardon, c'est toujours de manière très intuitive. J'écris toujours avec dans un coin de l'esprit ou du cœur même, devrais-je dire, cette phrase de René Char: les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et quand j'écris, je laisse venir, je laisse chanter ma plume. Et si ma plume a envie de chanter en douala, elle chante en douala. Si elle a envie de chanter en français, elle chante en français. Si elle a envie de chanter dans une langue que j'ai eu le bonheur de découvrir en voyageant et dont je suis tombé éperdument amoureux, je vais écrire dans des mots, quelques mots dans cette langue-là. Elles se métissent, ces langues? Elles arrivent à se mêler? Il y a une influence de l'une sur l'autre. Par exemple, vous citez le douala. Est-ce que le douala joue un rôle dans votre poésie que nous, on ne verrait pas forcément, mais que vous savez être présente? Oui, le rythme. Le rythme alors le douala, c'est ma langue maternelle, pardon, on est en train de parler entre spécialistes, puisque Bernard est un spécialiste du douala. Oui, et le douala, c'est ma langue maternelle, et c'est la langue dans laquelle j'ai grandi au Cameroun. Et c'est une langue qui a un rythme très particulier, et la poésie en douala a un rythme très particulier aussi. Et quand j'écris en français ou dans d'autres langues d'ailleurs, ce rythme ne me quitte jamais. Le rythme de l'Esséoué, qui est la manière de chanter la poésie en douala chez les Sawa, où je suis né, où j'ai grandi. Sophia, vous avez parlé tout à l'heure de la poésie, vous avez cité Mahmoud Darwish. L'arabe joue un rôle dans votre poésie. Cette langue est aussi présente d'une certaine façon. Dans Zaatar, il y a un seul poème qui est bilingue, et il est en français et en arabe, et les deux langues se font face et se répondent. La présence de l'arabe dans votre langue, ou d'autres langues d'ailleurs, dans votre langue française? Déjà, le titre Zaatar, c'est un mot arabe. Oui. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup d'arabes présents en tant que tel dans l'alphabet. Pouvez-nous dire ce que c'est, le Zaatar? Zaatar, oui. Donc, c'est du thym. Donc, c'est le nom qu'on donne à la plante. Donc, l'équivalent un peu du thym. Et c'est aussi le nom qu'on donne au mélange qui est obtenu. Donc, une fois qu'on récolte ce thym-là, on le fait sécher sur des grands draps, soit au soleil, soit à l'ombre. Ça va changer la couleur. Après, une fois qu'il est sec, on les frite. On rajoute du sésame, du sumac, qui est une épice rouge citronnée, et du sel. Ça, c'est la recette principale au Liban. En Syrie, on rajoute aussi de la pistache. En Jordanie, il y a plus de sumac. Donc voilà, donc c'est ça, le zaatar, et c'est un mot libanais. Donc là, même si à l'intérieur, il n'y en a pas beaucoup encore à ce stade d'arabe, le titre est en arabe.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a vraiment... moi, j'ai beaucoup lu de la poésie en arabe, beaucoup plus que je n'ai lu de la poésie en français. Et c'est vrai que moi, je suis d'expression française quand j'écris particulièrement, parce que c'était un peu ma langue du secret, parce que mon père avait l'arabe, ma mère avait le grec. Eux, entre eux, ils étaient tombés amoureux en tchèque, parce qu'ils s'étaient rencontrés en Tchécoslovaquie, on va savoir. Et encore plus, ils s'étaient rencontrés avec un regard en tout début de cours de langue tchèque. Donc, ils ne parlaient pas encore tchèque. Donc, en fait, mes parents sont tombés amoureux dans aucune langue. Voilà, c'est ça le lien avec les langues. Donc, de tout ça, c'est vrai que le français, moi, ça me sécurisait un peu en mode « Ah, ça, c'est peut-être quelque chose que j'arrive à comprendre, etc. » Mais Zaater, même s'il n'y a pas beaucoup encore d'arabe, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de développer là dans mon prochain livre, même parce qu'il est paru il y a 3 ans. Il y a quand même une forme d'écriture qui, même si elle est d'expression française, je sens que l'imaginaire avec lequel j'écris, c'est un imaginaire arabe. Et il y a toujours ça, en fait, dans les langues, les langages. En fait, c'est aussi l'imaginaire que les langues véhiculent. On ne ressent pas exactement la même chose en français qu'on ressent en arabe, je trouve, parce qu'on ne les nomme pas de la même manière. Et moi, je sens que c'est aussi quand même beaucoup l'imaginaire arabe qui m'a permis, même s'il est d'expression française. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, j'ai l'impression d'écrire en arabe, en français. Et voilà. Rim, est-ce que vous pourriez reprendre ce que vient de dire Sophia à votre compte? Est-ce que l'arabe interfère également dans votre écriture? Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous le pratiquez? Est-ce que vous avez envie d'aller rechercher, je ne sais pas, telle sonorité, peut-être telle traduction? L'arabe est votre langue française. J'aimerais bien, mais pas tout à fait. En fait, moi, j'ai grandi avec le français. Parce que j'ai grandi dans une famille qui avait vraiment à cœur de nous apprendre à parler français, parce que le Maroc a été un protectorat français. Mes parents ont eu des enseignants et enseignantes français dans l'école publique marocaine. Et du coup, le français, c'était aussi la langue de la classe supérieure. Donc mes parents nous transmettaient aussi le français pour accéder à cette classe supérieure qui était la classe qui avait le savoir, qui avait les meilleurs emplois, etc. Donc c'est surtout avec cette volonté-là, plus que pour nous transmettre une certaine littérature ou des références poétiques. Et donc moi j'étais assez sensible à la langue, même à la langue arabe. Je lisais indifféremment en français comme en arabe, mais je suis un peu tombée dans la marmite en découvrant Paul Éluard, René Char au début. Et puis aujourd'hui, quand j'écris, parfois il y a quelques vers qui viennent d'autres langues, notamment dans mon premier recueil 20 poèmes et des poussières, on a des vers en allemand. Parce que je suis très sensible à toutes les langues. Dès que je commence à entendre une langue, si on parle régulièrement une langue à côté de moi, j'arrive assez rapidement à capter à peu près comment sont constituées les phrases, quelques mots, et ça m'amuse énormément de deviner et puis d'apprendre ces langues-là. Donc je parle un tout petit peu allemand, un petit peu italien, mais pas suffisamment, jamais pris de cours, juste en écoutant les gens. Et concernant l'arabe, j'ai fait une rencontre littéraire à Berlin à l'automne dernier. Et la modératrice m'a demandé dans quelle langue je rêvais, si je rêvais en arabe ou en français. Et c'était la première fois que j'y réfléchissais. Et je me suis rendu compte que je ne saurais pas répondre. Aujourd'hui même, après avoir eu cette question en tête, quand je me réveille le matin, je me dis, mais t'as rêvé en arabe ou en français, en fait? T'as rêvé dans quelle langue? C'est quoi ta langue à toi, ta langue maternelle? Et en fait, les deux se sont tellement mélangés que je ne saurais pas distinguer dans laquelle je pense. Quand j'écris, c'est pareil. Là, j'écris en français parce que finalement, mon parcours a fait que c'est cette langue-là qui m'a happée, que
qui m'a accompagnée ces dernières années. Et du coup, j'écris beaucoup mieux en français qu'en arabe classique aujourd'hui. Mais en écrivant mon roman, par exemple, il y a des dialogues ou des monologues qui ont l'oralité de l'arabe marocain, du darija. Et il y a parfois quelques mots qui sont écrits en lettres latines, mais qui sont des expressions marocaines. Et j'ai refusé de mettre des notes de bas de page ou de les expliciter dans le texte, parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est suffisamment clair, on a les moyens de chercher, de trouver et de pouvoir traduire et de comprendre même sans avoir à faire cette recherche-là. Rodney, la langue, évidemment le créole, pour vous pratiquez, donc il y a une porosité entre les deux. Comment ça se passe C'est plus difficile pour nous parce qu'on est haïtiens. Tout est plus difficile pour nous. Parce que j'étais chez le roi au musée royal à Bruxelles ce midi, dès la midi de la poésie, et puis je présentais et je rendais hommage à Franck Etienne avec mon amie Geneviève Dama, qui est une écrivaine belge, et puis je parlais naturellement de Franck Etienne, qui m'a adopté comme père. C'est mon père adoptif qui est décédé il y a 1 an. Et donc, je disais une chose, Franck Etienne qui disait une chose que tout écrivain haïtien aurait pu dire. Et en 1935, en septembre, il rentre à 5 ans à l'école. Et puis on lui dit en français, quel est ton nom? Il n'a pas compris, parce que sa seule langue, c'est le créole. Et puis on lui dit Timakak, qui langue, Yomando, qui non. Et puis les autres enfants qui jouaient, en fait, en disant Petit macaque, ce qu'on te demande, c'est ton nom. On lui disait ça en créole. Il ne savait pas qu'on lui demandait, en fait, son nom. Et finalement, il s'est mis à se venger sur la langue française en étudiant le Larousse de A à Z. Donc c'est comme ça qu'il est devenu écrivain. Mais l'autre chose, c'est que ça, c'est Franck Etienne. Mais pour tout écrivain haïtien, qui est d'abord, il n'y a pas de langue en Haïti, il y a le créole, tout le monde est créolophone. Il y a peut-être 1% de la population qui parle en français. C'est en fait les élites, vraiment, les élites, etc., qui, en fait, ce qu'on appelle les grandes familles. En Haïti, on les appelle les grands mangeurs, c'est-à-dire les pilleurs de la République. Mais les autres les appellent les grandes familles. Donc, et ce sont ces enfants-là, 99% de la population, qui parlent, qui s'expriment comme moi, qui s'expriment en créole complètement. Et quand on arrive à l'école, et puis on commence à parler, et puis on nous dit, c'est une petite phrase d'une violence inouïe, exprime-toi. Exprime-toi, ça voulait dire, en bon français, ferme-la, tais-toi. Parce qu'ils ne parlent pas français, donc c'est comme... Et c'est une violence capitale. Et qu'est-ce qu'on fait? On joue de cette violence-là, mais c'est pas si mal, exprime-toi, parce que tu dis, mais pourquoi? C'est un vecteur de citoyenneté. On dit, pour devenir un être humain, il faut parler cette langue-là. Il y a une assignation à cette langue-là, il y a une injonction qui est posée sur ton corps, parce que le problème, c'est que le créole n'est pas seulement une langue. Le créole, c'est le visage de ma grand-mère. Le créole, c'est les plantes de ta famille dont tu parlais. C'est tout ce qui est moi, tout ce qui m'a fondé, tout ce qui a fondé mon être. Donc, et c'est ça l'aliénation. Donc, et le discours antillais d'Édouard Glissant, c'est-à-dire on m'a empêché ma première présence au monde. On me l'a empêché parce que cette présence devait normalement se dérouler en créole. Mais c'est pas plus mal que ça, comme on dit en Haïti. Donc, on renverse les choses parce qu'on bat de l'eau pour que ça devienne du beurre. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas trahir ce que nous sommes, en écrivant le français, si vous êtes, je pense que ici vous êtes très intelligent, quand vous regardez bien, vous voyez en dessous de la langue française, il y a un tambour. Ce tambour n'est pas du tout français. Vous allez voir, il y a quelque chose dans cette langue française qu'on écrit, et il y a une âme. Cette âme est profondément créole.
Et Franck Etienne va plus loin, et c'est pourquoi on dit qu'il est illisible, parce qu'il a pris le français, il a pris le créole, il a pris la rousse, il a pris tous les dictionnaires, et puis il a créé son propre langage. Comme dans le vaudou, vous pouvez voir, entrer dans une cérémonie vaudou, on dit parler langue. Et vous voyez les gens qui sont en transe, ils parlent une langue, c'est des bouts de langue d'Afrique qui étaient déposés en eux, et quand ils sont possédés par les dieux vaudous, et puis ils parlent des langues que tu ne comprends pas. Et je pense dans l'écriture haïtienne, il y a une envolée, une traversée de la mémoire qui est faite de toutes ces langues-là. Donc ce n'est pas une langue, ce n'est pas deux langues, mais je pense, comme Glissant le dit, on vit, on écrit au mi-temps des langues, même les langues qu'on ne connaît pas. J'étais arrivé en Haïti avec Joséphine Bacon, qui est une aînée autochtone, Innu. Sa langue, c'est Innu-Aïmoun. Donc, bien entendu, au Canada, il y a simplement deux langues, donc les langues autochtones n'existent pas. Mais il y a plus de 100 langues au Canada. Donc, vous voyez la violence sur les langues, parce que ce n'est pas des langues qui existent. Et elle est arrivée en Haïti, elle a lu un poème en Innu-Aïmoun. Le poème disait « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. » Elle a lu ça en Innu. Il y avait 300 personnes dans la salle à la Focale. En Innu, les gens se sont mis debout et ont applaudi. Je me dis, merde, les Haïtiens, c'est terrible ce peuple. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Et finalement, j'ai compris qu'ils ont compris quelque chose. Parce que pourquoi ils se sont mis debout pour applaudir, comme si c'était le carnaval? Donc vous voyez, donc il y a quelque chose, nous sommes piégés par... Il y a des langues en nous que nous ne connaissons même pas. Alors on pourrait parler des langues pendant toute la soirée, mais on va passer à autre chose. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de l'édition, parce qu'on a un éditeur avec nous, mais je voudrais que chacun raconte un petit peu le parcours, parce que la poésie, ça passe aussi par les recueils, par l'écriture, par l'édition. Sophia, votre parcours éditorial, premier recueil publié par Bruno Doucet, ça a été facile pour vous, difficile, conquête? Merci déjà pour tous ces mots qui me traversent et qui me font beaucoup de bien ce soir. C'est important de le dire. Parcours éditorial, en fait, c'était juste une tentative et ça a marché. C'est comme si j'avais juste lancé une petite graine et elle a pris, peut-être par le passé, des paysans qui m'ont précédée. En fait, j'ai juste écrit ce livre assez vite, en 2 semaines, parce que j'étais vraiment sous le coup de la colère. Donc tout est sorti très très vite. J'ai pas pensé à faire quelque chose de joli. J'ai pas du tout pensé à l'aspect esthétique, à tout. Juste j'ai senti que ça sortait. Et au bout de 2 semaines, il se trouvait que c'était en février. Et c'est là où j'ai voulu aussi un peu rigoler parce que c'était en février 2022. Donc février, c'est le 2, donc c'est le 2e mois de l'année. Et moi, j'avais fini mon recueil le 18 février. Du coup, je me suis dit, prenons la faille spatio-temporelle. Et du coup, j'ai envoyé mon recueil le 22/2/2022 à 2h22. Et ça marche. Et j'ai envoyé mon PDF comme ça, juste sur le mail générique, parce que moi, je connaissais personne dans le milieu de l'édition. Et je me suis dit, on va voir si la graine prend. Le 22 mars, j'ai eu une réponse de ma maison d'édition, donc les éditions Bruno Doucet, qui m'ont dit on serait intéressé, etc., par vous publier. Et depuis, c'est merveilleux. Enfin, vraiment, ils m'accompagnent. La première fois, c'est moi qui ai donné naissance à Zaater en l'écrivant. Mais depuis octobre 2023, c'est Zaater qui me garde en vie parce que je relis à chaque fois la 4e de couverture et je me dis souviens-toi que tu peux. Parce que c'est vraiment difficile tous les jours. On croit qu'en fait, on est des surhumains, capables à encaisser des bombardements à répétition comme ça. Mais en fait, non. Et ma 4e de couverture, c'est ce qui me maintient en vie. Les rencontres avec les scolaires aussi, les rencontres comme celle-ci, c'est quelque chose qui nous permet de rester
Donc, j'ai accouché de Zaater et c'est Zaater qui m'accouche tous les jours. Rim, le parcours éditorial, c'est alors Lanskin pour les premiers, le Castor Astral par la suite. Facile, difficile, une conquête. Vous avez envoyé à plein d'éditeurs, vous avez eu des refus ou pas du tout. Vous avez envoyé le 3 mars. 22h22. Oui. Non, pas du tout. Moi, j'avais eu la chance de bénéficier d'une bourse de création et d'écriture à la Cité internationale des arts de Paris. Et en fait, pendant cette résidence, j'ai beaucoup fait la fête. Et mon objectif, c'était de sortir de la résidence avec un manuscrit et de le publier. Et j'avais été prise pour cette résidence sur un projet de roman. Sauf que comme j'ai fait la fête, j'ai rencontré plein d'artistes de partout dans le monde et c'était merveilleux. À la fin de ma résidence, j'avais pas du tout terminé le roman. Et je me suis dit, mais t'as écrit, mais qu'est-ce que t'as écrit? Et c'est là que, en regardant dans mon ordinateur, mes carnets, etc., je me suis rendu compte que j'ai écrit beaucoup de poèmes. Et je me suis dit, en fait, son manuscrit, c'est ça. Et je les ai rassemblés en recueil. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, maintenant, on fait comment pour publier? Comment font les gens? Et j'avais tapé écrivain, lettres, je sais pas, des mots-clés comme ça sur Google. Et j'étais tombée par hasard sur, je crois que la Maison des écrivains et de la littérature, qui n'existe plus, hélas. Et je leur ai écrit en disant, bonjour, j'ai un manuscrit, je dois faire quoi? Et je ne sais pas qui, mais une personne m'a répondu en me disant, voici une liste des maisons d'édition qui publient de la poésie aujourd'hui, avec leur numéro de téléphone, email, adresse, et bon courage à vous. Et donc, moi, j'ai commencé à regarder toutes ces maisons, à aller un peu dans les librairies, regarder un peu les catalogues, et puis finalement, j'en ai choisi 5, j'ai envoyé le recueil, et Lanskin m'a appelé, et j'avais pas de portable, m'a appelé sur le fixe. On dirait que c'était il y a très longtemps, mais c'était il y a longtemps. Et voilà. Et donc, elle m'a dit, voilà, c'est un coup de cœur, je publie. Marc-Alexandre, le parcours, la cheminante, premier éditeur, aujourd'hui disparu hélas, Mémoire d'Encrier ensuite, puis le parcours romanesque, publié chez Sabine Vespizer pour le premier, Kalman Levy pour les suivants. C'est plus facile de publier de la poésie que du roman, ou c'est le contraire? Ça s'est passé comment pour vous? Alors moi, je publiais déjà mes textes, puisque je l'ai dit sur scène, mes premières publications sont orales. Je faisais du rap quand j'étais au Cameroun et je fais du slam. Donc les premières publications étaient sur scène, comme ça, de vous à moi. Et j'ai eu la chance, mais une chance aussi inouïe, d'avoir dans la salle quelquefois des éditeurs qui m'ont écouté. Donc j'ai pas envoyé de manuscrit, en dehors de Rodney, à qui j'ai envoyé un mail avec un texte que je devais à Haïti, que nous portons au cœur. Mais Rodney, on s'était rencontrés, donc quand je lui ai envoyé le texte, on se connaissait déjà. Et je savais pourquoi je le lui envoyais à lui et à personne d'autre. Mais les autres textes, j'avais la chance d'avoir Sylvie Darro, donc, qui était mon éditrice à La Cheminante, qui était dans une salle de spectacle un soir où je déclamais des poèmes et qui était venue me voir après pour me demander si c'était mes textes, et si jamais c'était mes textes, est-ce que ça m'intéressait de les publier, est-ce que j'avais déjà publié, enfin voilà, ça s'est toujours fait comme ça. Sabine Vespizer, c'est aussi d'abord une rencontre humaine. Je lui ai pas envoyé un manuscrit, c'est elle qui m'a demandé après m'avoir entendu, et finalement chez Kalman Levy c'est un peu la même chose aussi, puisque le directeur m'a d'abord entendu. On a travaillé ensemble dans le milieu associatif aussi, parce qu'il s'occupait du Labo des Histoires, qui était une structure à une époque qui emmenait l'écriture, la littérature dans des endroits où des jeunes défavorisés pouvaient avoir le temps d'1 heure, 2 heures, une rencontre avec un auteur, un écrivain, un poète. Et donc voilà, c'est pendant ce travail-là qu'on faisait ensemble aussi qu'on a commencé à parler d'un livre un jour peut-être, et que je lui ai envoyé un texte. Mais parce qu'on s'était rencontrés d'abord. J'avais besoin de ça. Je vais demander à Clara de poser sa question qui est adressée à Rodney. Bonsoir, je m'appelle Clara et j'ai une question à Rodney.
Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une maison d'édition? Parce que enfin, je ne peux pas laisser la parole à Gallimard, Grasset, Seuil. Et puis, ils ne connaissaient pas le visage de ma grand-mère. Je pense que la personne qui m'intéresse, c'est ma grand-mère. Donc, leur présenter, puis la langue de ma grand-mère, c'est créole. Ils n'allaient rien comprendre dans ça. Tu vois, ils n'allaient rien comprendre. J'ai dit qu'ils n'allaient pas comprendre le tambour que je battais, la danse comme je danse. Ils dansent autrement. Donc, vous voyez, donc, ça veut dire qu'il fallait parler ma propre parole. Parce que le contexte, c'est un contexte de désaliénation. Parce qu'il y a tellement d'aliénation. C'est toi qui parlais de ton corps, du corps de femme, avec une géographie marquée par la violence. Mais notre corps est marqué par des exprime-toi, pour te dire tais-toi, des religieux qui te disent quoi manger, comment vivre, comment faire l'amour, comment prier, comment danser. Vous voyez, donc, on a tellement d'ordre, et moi, j'habite le désordre. Donc, il faut retourner l'ordre en désordre, et c'est pourquoi, parce que j'ai commencé à publier, à éditer en Haïti, j'avais un imprimeur, un ami, en fait, qui faisait des étiquettes. J'ai dit, mais donne-toi un petit peu d'ambition. Au lieu d'étiquettes, on va faire des livres. Et il m'a écouté, hein, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'il faut faire sans argent. Donc, il m'a écouté, on a commencé à faire des livres et puis à publier Franck Etienne, René Philoctète, des écrivains. En fait, très important pour nous, mais ce qui est important pour nous n'est pas important pour les autres. Et c'est à nous de suivre nos passions, c'est à nous de dire ce qui est important pour nous. Je ne peux pas venir à Paris pour dire des écrivains qui écrivent en créole comme Georges Castras, c'est important. Ils vont me rire au nez. Ils vont me dire, ah, c'est un petit bêtiseur. Tu vois, ils comprendront même pas. Donc, et c'est ça, parce que j'avais présenté une autrice autochtone, Naomi Fontaine, qui est une autrice célèbre, il y a plein de films, à une éditrice française. Et cette éditrice française m'avait dit que pas mal que Sipone, mais ce n'est pas écrit. Je ne comprends pas. Est-ce que vous voyez, donc, c'est parce que les définisseurs, c'est à eux qu'appartient l'histoire. Donc, parce qu'il faut vraiment, il y a une pluridiversalité. Donc, il faut qu'il y ait des éditeurs de partout. Vraiment des éditeurs de partout, et que des hommes, des femmes, mais des gens de partout qui pouvent. Parce que l'édition, la première chose qu'on dit en édition, je dis aux gens, quand je rentre dans une salle de classe, j'ai vu des gens qui veulent faire de l'édition, je dis c'est très simple. Apprenez à dire un seul mot. Ce mot, c'est non. Parce que vous allez recevoir 1000 manuscrits, il faut dire non. Et quand vous trouvez quelque chose qui sonne vraiment, qui résonne en toi, vous dites oui et vous l'accompagnez passionnément. Mais ce qui résonne en toi n'est pas ce qui va résonner en moi. Des fois, les gens pensent ils m'invitent à manger pour dire, après, avant même de te donner le dessert, ils filent un manuscrit sous ton plat. J'ai dit, merde, là. J'ai dit, Audney, il faut manger vite parce qu'ils vont te donner un manuscrit. Donc, parce qu'ils vont te couper l'appétit. Parce que tu seras obligé de dire non. Et si la nourriture est bonne, c'est un peu difficile. Parce que vous voyez quelqu'un vous sourire, vous dites, ah, cette personne me sourit, c'est très bien. Est-ce que je suis beau? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je suis intelligent? Et puis la personne vous file un manuscrit. Donc vous êtes obligé complètement de dire non. Avant même qu'elle vous sourie, cette personne, vous dites souriez-moi, mais sachez, la réponse c'est non. Et c'est ça le métier. C'est un métier très, 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 très difficile, mais c'est un métier aussi où il faut pas trahir. Toni Morrison disait, et en fait, parlait beaucoup de la question de la trahison, qui est fondamentale quand on écrit ou quand on édite. C'est pour moi les mêmes gestes. Il ne faut pas trahir ce geste-là. C'est-à-dire un tremblement, pour revenir à glissant, un tremblement. Si on ne sent pas ce tremblement-là, c'est un acte d'amour. Si on ne sent pas ce tremblement-là, on n'avance pas. Donc, et c'est comme ça qu'on édite, et l'éditer, et c'est pour moi une question en fait absolue. Je suis arrivé au Québec et en fait personne n'éditait les autochtones au Québec.
On dit que je suis le meilleur. J'y crois, je commence à le croire, parce que je suis un mégalomane. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont bien, qui disent « Ah, moi, j'aurais jamais publié ça. » Ils ont raison. Et puis moi, et quand on me pose des questions, j'ai dit « Mais moi, je veux éditer ce que les autres ne peuvent pas éditer. » Parce que c'est moi. Ça doit être moi. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que j'ai Mémoire d'Encrier, j'ai dit, j'aurais aimé que les gens ferment les yeux dès qu'ils voient Mémoire d'Encrier. Ils disent, c'est Rodney, je m'ai touché le corps de Rodney. C'est ça, c'est Rodney. Et c'est ça, créer un corps qui crée une espèce d'énergie cosmique, créer un monde. C'est ça. Et la mégalomanie, c'est que je me dis, je pense que Gallimard ne pourra pas faire ça. Et c'est ça. Donc on doit avoir comme cette impression-là. Alors, à côté des maisons d'édition, comme vous venez de les présenter, en tous les cas la vôtre, il existe des formes, Marc-Alexandre la pratique, c'est le slam, c'est de dire la poésie, c'est aussi de passer par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne passe plus forcément par les maisons d'édition, on passe par d'autres biais. J'aimerais vous entendre, Rim et Sophia, sur ces nouvelles manières de faire passer la poésie. Vous les pratiquez, vous pratiquez les réseaux, vous pratiquez la déclamation, vous dites vos poèmes. Comment ça se passe pour vous ? On dit les poèmes parce que je pense que c'est important de créer ce lien avec les personnes aussi qui nous écoutent. Pour moi, maintenant, la poésie, c'est vraiment, et puis pas que pour moi, en fait, dans l'histoire de la littérature arabe et de la poésie arabe, la poésie est orale. Et je considère que vraiment, ça donne des ailes aux poèmes. Ça sort de toi, c'est déjà un oiseau et qui va se poser sur d'autres personnes. Donc je dis beaucoup. Moi, les réseaux, j'y suis un peu moins présente. C'est très important d'y être aujourd'hui, effectivement. Ça se relaie, ça va un peu partout. J'ai un peu de mal à suivre le rythme, moi, personnellement, des réseaux. Mais c'est comme ça, on est tous et toutes différentes. Et j'utilise quand même parce que je ne peux pas m'en passer. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans des formes un peu plus lentes ou en tout cas plus silencieuses. Je crée beaucoup, je fais beaucoup d'art plastique. J'habite dans un petit studio, mais vraiment, mon studio, il est rempli de tout ce que je crée, des mobiles, des choses comme ça. Et c'est pour moi une manière aussi de compléter mon travail poétique, en plus de la scène. Voilà. Rim, les réseaux sociaux, l'oralité. Alors déjà, concernant l'oralité, en fait, je viens vraiment du livre, même si je viens d'une culture orale, etc. Mais pour moi, écrire, c'est écrire pour le livre. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je me suis imaginé ça. Et la première fois que j'ai publié un livre, on m'a dit maintenant, il faut que tu le partages avec les personnes et que tu fasses des rencontres en librairie et que tu en lises des extraits. J'ai dit, mais jamais de la vie. Et après, on m'a dit, c'est payé. J'ai dit, d'accord. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée... Je me suis retrouvée sur scène avec des musiciennes et des trucs un peu compliqués pour gratter plus de sous. Non, je plaisante. J'exagère un peu, mais en fait, ça a un peu débuté comme ça, à vrai dire. Parce qu'en plus, vraiment, je lisais très mal au début. Et j'étais hyper timide. Et vraiment, j'avais j'avais mon livre qui tremblait comme ça dans ma main. Pour ma première lecture, je me suis dit, mais plus jamais de la vie, j'ai envie de faire ça. Mais en fait, finalement, j'ai performé pendant plusieurs années avec un collectif qui s'appelle Le Bordel de la Poésie, où on organisait des soirées cabaret avec les poètes et poétesses qui sont costumés. Et on fait les lectures en tête-à-tête pour des personnes qui achètent un jeton à 5 € et qui nous payent pour ces lectures-là. Et il m'est arrivé certains soirs, j'ai fait ça pendant 8 ans, et certains soirs, il m'est arrivé de faire jusqu'à 20 lectures à des personnes, à des individus ou à des couples. Et c'est vraiment comme ça que j'ai vraiment appris à lire, à porter mes textes et même à écrire finalement, parce que en relisant les mêmes textes 20 fois en une soirée, franchement, au bout d'un moment, on voit à quels endroits le texte est faible, bancal, qu'est-ce qu'il faut retravailler. Donc j'ai commencé aussi à lire des inédits pour pouvoir les améliorer.
Et voilà, maintenant, j'ai fait, même pour le roman, j'ai une forme scénique avec une musicienne électro pour les salles qui sont équipées pour. Et sinon, je suis aussi parfois accompagnée par une autre musicienne qui accompagne pas mal de poètes, dont Marc Alexandre, qui s'appelle Lola Mali, qui est violoncelliste, vraiment super talentueuse. Et il m'est même arrivé, on a déjà partagé la scène avec Marc Alexandre, et j'ai fait aussi une lecture avec Sophia sur une île en Normandie. Et c'est génial, c'était à la Factory pour un festival qui s'appelle Poésie ou Poème Poésia, pardon. Pour un festival qui s'appelle Poésia. Et donc, avec Sophia, nous étions toutes les deux assises par terre. Et des groupes de personnes venaient et on leur lisait des extraits de nos textes. Et puis ils repartaient, et puis un autre groupe arrivait. Et on a eu l'immense honneur de faire la lecture pour un groupe d'une vingtaine de détenus qui ont eu une permission de sortie. Ils avaient le droit de sortir 1 heure. Et ils ont été accompagnés pour assister à ce festival de poésie dans ce bois, sur une petite île. Et vraiment, on a vu à quel point ils étaient émerveillés, ils étaient hyper attentifs. Et à la fin, ils nous disaient « Merci madame, merci madame ». C'est vraiment un de mes moments de lecture mémorables. Je m'en souviens parfois avec beaucoup d'émotion. Marc-Alexandre, comme Rim vient de le dire, est-ce qu'il y a un passage par l'oralité qui permet l'écrit? Est-ce que le texte évolue avant qu'il soit publié? Vous le testez? L'oralité sert de laboratoire ou pas du tout? Nous disons que j'écris toujours du bout des lèvres, mais j'apprends aussi à écrire. J'essaye en tout cas d'apprendre à écrire différemment, mais j'écris toujours du bout des lèvres avec la nécessité de ce rythme, de cette musique très particulière, très singulière, le tremblement dont parlait Rodney, qui me fait me sentir à l'endroit juste de ce que je suis en train d'écrire. Parce qu'il s'agit d'écrire juste écrire. Et comme quand on fait de la musique, on sait quand son instrument sonne juste. Mais pour ça, il faut l'entendre. Il faut prendre sa guitare, il faut faire la fausse note pour entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'écris, c'est un peu la même chose. J'écris du bout des lèvres et c'est en disant le texte que j'entends ce qui peut manquer ou ce qui manque. Et il trouve sa forme définitive ou il peut encore évoluer ce texte? Mais il évolue toujours, même quand le livre est publié. Quand je le dis sur scène, je m'autorise toutes les libertés. Je peux enlever un mot parce qu'à ce moment-là, il n'a pas sa place dans ce que je suis en train de faire sur scène à ce moment-là. Et je m'amuse beaucoup avec ça. Alors, sur les thématiques que vous abordez, tous les quatre, en vous lisant, je trouvais que Sophia et Rim, les filles, étaient plus audacieuses que les garçons dans vos textes, en tous les cas. J'aimerais bien entendre un texte, si vous voulez bien lire un petit texte, Sophia. Du coup, c'était aussi en lien avec la lecture qu'on avait faite. Donc, je te laisserai glisser ensuite. Je désire une terre, l'origine du monde. J'adjoue en septembre, la saison des figues, les aubes ouvertes, écarlates de soleil, les grains de violette, libres sans savoir comment, mes lèvres osent une rébellion. Elles sucent les figues comme des aubes et les aubes comme des figues. Dans votre recueil, c'est un recueil militant qui a aussi sa part politique, mais Eros, on vient de l'entendre, n'est pas loin quand même. C'est en lien aussi tout ce que Rim disait tout à l'heure aussi sur le corps en fait comme premier territoire, c'est-à-dire que
en tant que personne qui ait grandi au Liban, etc., je me libère en tant que Libanaise, je me libère aussi en tant que femme avec mes désirs, etc. Et l'amour, la sexualité en fait grandement partie, notamment, voilà, là en l'occurrence, l'homosexualité étant toujours pénalisée au Liban, c'était aussi une manière pour moi de faire un petit clin d'œil à la fois à mon homosexualité et à la fois à mon chant avec ses figuiers. Voilà. On peut entendre un texte de vous, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, il s'agit d'un poème paru dans X&X chez le Castor Astral. Je t'ai cherché chez Emmaüs. Je me suis ruinée chez Guérisol. J'ai cherché ton odeur, ton goût, tes couleurs préférées, ton style. J'ai cherché ton approbation, ta validation, nos souvenirs, ton odeur de caveau, de naphtaline, de lait caillé, les vieux placards, la clope et le cendrier, ta sueur acide qui brûle ma poitrine après l'amour. Ta peau contre le velours, le polyester, la soie du carré Hermès que tu as noué autour de ta jambe. Ton humidité dans le nylon, notre liquidation totale, ta cuisse dans le plissé des jupes plissées. Je me suis cherchée absolument dans la singularité de chaque textile. J'ai voulu nous, lever dans les ourlets, embrasser comme une fermeture éclair. Je me suis refusée à la nouvelle collection. J'ai refusé mes bras, mes épaules, mes hanches et mes clavicules, la naissance de mes reins, mes pieds et mon ventre à l'industrie de l'amour. J'ai dit, je ne veux pas qu'on fasse des économies d'échelle sur mon dos. J'ai dit, tu dois me faire jouir. Même si je sais faire seule maintenant, mais tu dois me faire jouir. Tu me le dois. C'est la seule chose qui nous lie au grand tissu de notre humanité maintenant qu'on peut se servir d'un womanizer. Ne te laisse pas grand remplacer par une machine. Je continue de te préférer, mais il faut qu'on s'organise pour jouir ensemble. Ensemble, dans le coton, la soie, le denim rafistolé, le sky, le pilou-pilou, la polaire si tu veux, ou même la moquette. J'ai un tapis en laine, très douce, très noire. Je suis sortie les bras chargés de manteaux trop grands, de robes tabliées, de solitude à ceinture et d'un espoir tout petit, de gilets de mamie, de foulards, de nostalgie XXL, de culpabilité, de leggings de ménagère de moins de 50 ans et aussi tout leur... J'ai gaspillé ma jeunesse, mais sans ma joie, à faire la boniche pour ton père. Et vraiment, beaucoup d'amour, un désir au moins 2 tailles au-dessus, les poches, toutes les poches, vides de toutes les manières possibles, parce que je veux vivre plus que tout au monde avec toi, et les poches pleines, je me casse. Marc-Alexandre, votre réaction à cette lecture et à ce que je disais tout à l'heure sur l'audace peut-être de l'écriture féminine par rapport à certains sujets, par rapport à la sexualité, par rapport à l'érotisme, par rapport à la pornographie que vous abordez. Votre regard là-dessus, vous êtes moins audacieux d'une certaine... C'est pas un reproche, c'est un constat. Comme dit Rim, c'est une balle perdue. Mais non, alors déjà, je suis très sensible et très touché par les mots, mais j'ai déjà entendu Rim, et j'ai déjà entendu Sophia également, et leurs écritures me touchent infiniment, et leur manière de dire aussi, de lire aussi. Et après, pour ce qui est de l'audace, je ne sais pas quoi répondre à ça. J'ai envie de dire que finalement, l'audace, c'est un mot que je laisserai à Rodney Saint-Éloi. Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas, Bernard, peut-être que certaines personnes ici dans la salle ont déjà vu Marc-Alexandre lire, et c'est toujours des moments d'une exceptionnelle beauté, comment il galvanise la foule, comment les personnes sont connectées totalement à lui, suspendues à ses mots. Et je l'ai vu lire ici en France, je l'ai vu lire au Maroc, dans un riad, avec la pianiste. Rappelle-moi son nom, excuse-moi, c'est Caroline. Ouais,
Ouais, Caroline, une pianiste, et puis avec tout le public qui l'entourait comme ça au sein d'un riad, c'était vraiment très très beau. Et faut lire Marc-Alexandre, mais il faut aussi l'écouter, le voir performer. C'est vraiment très beau. On va l'entendre tout à l'heure. Rodney, vous qui recevez beaucoup de vous textes, qui êtes audacieux, vous qui dites oui parfois et non souvent, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire sur l'audace féminine en écriture? Je pense que vous avez complètement raison, mais les femmes n'ont pas attendu ta parole pour être audacieuses. Elles sont profondément... Je pense que c'est pour ça écrire, c'est pour reconstruire en fait peut-être ce corps qui a été complètement abîmé par le regard de l'autre. Elles habitent leur corps, leur sexualité. C'est intéressant, c'est-à-dire que dans le monde patriarcal, on nous a fait croire que les mecs avaient tous les droits de parler de sexualité. Le sexe, c'était nous. Alors que ça nous fait rendre tout timide d'écouter ces filles nous bousculer en disant, tu vois, parce que moi je suis haïtien, c'est-à-dire que c'est les hommes qui parlaient de ces sujets-là. Vous voyez, les filles devaient parler tu vois, du jardin, de tel type de rose, etc. Et voilà, et qu'ils ont une grammaire sexuelle qui a fait peur à Marc-Alexandre. Donc, il y a une grammaire sexuelle qui dit, ah non, c'est des Amazones, ça nous fait peur. Effectivement, les hommes ont peur quand il y a... parce que c'est des chemins de libération. Donc, quand on était à Marrakech, je faisais du feu à Marrakech, et puis tu es rentré chez Bin Bin, et puis tu as mis tout le monde à l'envers avec ton texte, c'est-à-dire avec une sexualité décapante. Tous les gens étaient comme ça dans un grand salon bourgeois, et puis tu parlais de tout ce qu'on ne parlait pas, de tout ce qu'on nous disait qui était de gros mots, de mots sales, etc. Je pense qu'il y a une espèce de bascule et dans le langage et dans le corps. Et je pense que les femmes, comme d'habitude, elles ont compris. Moi, ça ne me fait pas peur parce que j'ai Bertha, j'ai des grands-mères qui étaient beaucoup plus... qui ne savaient pas lire, mais qui étaient beaucoup plus évoluées sur ces questions-là. Et parce que je ne sais pas où j'étais, les gens disaient, mais ce n'est pas parce qu'elles sont analphabètes, c'est parce qu'elles n'ont pas l'écriture, qu'elles n'ont pas... la désirabilité est très grande. Et peut-être que ce n'était pas... en Haïti, on te dit, fais tout ce que tu veux, pourvu qu'on ne le sache pas. Débrouille-toi. Donc on se débrouillait. Mais maintenant, c'est sur la place publique. Et je pense que ma grand-mère faisait exactement ce que ces filles, ce que vous les filles, vous faites, sauf que ce n'était pas permis à ma grand-mère que cette parole arrive sur la place publique. Parce que l'une des écrivaines les plus importantes en Haïti s'appelle Marie Chauvet. Une autre écrivaine la plus importante, naturellement, qu'on ne lit pas, s'appelle Yannick Jean, qu'on a publié. Et en 1970, elle a écrit un livre qui s'appelle « La fidélité non plus ». Et elle s'amuse follement. Hein. Vous voyez, elle m'a dit, Rodney, que j'aimerais bien que tu médites parce que j'ai publié 2 livres. Le premier, c'est mon mari qui l'a publié. Le deuxième, c'est mon amant. Je veux sortir du sexe pour pouvoir publier un livre avec un homme avec qui je ne couche pas. Et on n'a pas couché ensemble. Je l'ai publié. Et je pense que c'est intéressant. Et la fidélité non plus, c'est-à-dire c'est une fille de capitaine, les soldats, vous savez, une fille de capitaine, etc. Donc qui écrit comme ça. Et Yannick Jean, si vous trouvez ce livre-là, c'est fabuleux. Elle est complètement folle. Il y a Marie Vieux-Chauvet. Si vous prenez la question de la sexualité, de l'amour, dans Amour, colère et folie, vous allez voir comment ça dépasse. Puisque les hommes sont peut-être dans la monstration, comme ils ont de gros bras, d'autres choses qui sont peut-être grosses ou petites. Mais je pense qu'il y a une subtilité, il y a un discours assez, en fait, qui m'anime, qui me fait comprendre qu'il y a une altérité. C'est-à-dire que on est égal, on est dans une espèce d'égalité de désir. Et merci parce que vous grandissez la désirabilité, parce que je pense que c'est ce qui manque au monde. La désirabilité.
Alors, l'heure tourne, comme vous avez constaté. Je voudrais qu'on dise un mot sur le passage que vous avez toutes et tous pratiqué, à savoir de passer de la poésie vers le roman. Marc-Alexandre, le choix du roman, du genre littéraire du roman, qu'est-ce qu'on dit en roman que l'on ne dit pas en poésie et inversement? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on aborde mieux par la poésie, d'autres qu'on aborde mieux par le roman? Vous avez fait ce double choix, vous alternez. Comment se passe le passage de l'un à l'autre? Alors, le roman, c'était pour avoir de la place, pour donner à entendre et donner à ressentir des regards, des avis qui pouvaient être aux antipodes de mon regard et de mon avis sur le monde, sur la vie. Voilà, c'était pour avoir de la place. C'est vraiment pour ça que je suis passé au roman. Il y avait un rêve, un vieux rêve, un peu comme Rime tout à l'heure. Le rêve, c'était de devenir écrivain. Ensuite, la poésie a pris toute la place. Mais le rêve, c'était de devenir écrivain quand j'avais 14-15 ans. Sans plan B dans la vie, devenir écrivain. Et puis la poésie est passée par là. Elle a pris toute la place pendant des années. Mais les histoires que j'avais envie de raconter, elles étaient là. Elles ont toujours été là. Mon premier roman, Dien Bien Phu, parlait de colonisation, de résistance à la colonisation, à partir de ce que je considérais comme la mère de toutes les batailles, la bataille de Dien Bien Phu. Mais c'est une histoire qui était en moi, ancrée depuis plus de 20 ans. Et j'avais publié entre-temps 6 ou 7 recueils de poèmes. Mais l'histoire était là, elle attendait patiemment, peut-être que je mûrisse aussi. Mais les histoires étaient là, elles sont là. Et quand je passe au roman, c'est parce que j'ai des histoires à raconter. Et dans ces histoires, il y a des personnages, des regards, encore une fois, et des manières d'habiter le monde qui sont aux antipodes de ma manière d'habiter le monde ou de regarder le monde. Rime, plusieurs recueils aussi, et puis un roman. Il faut l'appeler roman? Votre éditeur dit oui. Premier roman? Oui. En fait, c'est marrant parce que c'est une question qui est revenue presque systématiquement à toutes les rencontres, toutes les interviews, etc. Mais c'est pas grave. Mais du coup, en fait, je me dis que c'est sans doute parce qu'elle doit être vraiment hyper importante. Mais à chaque fois qu'elle m'a été posée, j'ai répondu des choses vraiment, j'ai répondu des platitudes. Donc je vous les épargner ce soir parce que je pense que je vais même pas dire c'est quelque chose que je n'ai pas résolu parce que la question pour moi ne s'est jamais posée de cette manière-là. Et je comprends toujours pas la question. Je suis désolée. Mais peut-être qu'un jour je vais avoir une épiphanie comme ça et je vous appellerai. On reviendra à la charge. René, vous aussi, vous êtes passé de la poésie à la prose. Ça se fait comment? Par exemple, Kembela, il y avait besoin de la prose, du temps un peu plus long, de la phrase plus longue? Non, c'est plus... pour nous, on ne définit pas les choses dans la culture où je suis, puisque des fois, la poésie, c'est la chanson, et des fois, le conte. On a l'habitude de mélanger les choses, c'est-à-dire que le monde n'est pas, en fait, les vivants parlent aux morts chez nous. Donc, quelqu'un fait un rêve et vous dit « je ne peux pas aller travailler ce matin », je vais dire au directeur de l'Institut français « je ne pourrai pas venir ici parce que j'ai rêvé que j'ai fait un mauvais rêve, je reste chez moi ». Vous voyez donc, donc je pense qu'on est déjà dans un roman, dans la réalité. La réalité est déjà une fiction. Vivre est déjà une fiction. Donc on n'a pas ce temps-là. Et c'est un temps vraiment occidental de dire ça, c'est le roman. Et à l'intérieur du roman, il y a tel récit, il y a telle chose. Donc cette classification-là, on n'a pas ce temps ni ce privilège de classifier. Donc on travaille l'hybridité. Et l'hybridité, c'est dans la vie. C'est comme si on rentre à la maison, on dit, qu'est-ce qu'on mange? Il y a des gens qui disent, ah, mais ce soir, demain, on va manger telle chose, il y a telle chose, veux-tu? Nous, on n'a pas ce choix. On rentre, il y a quelque chose qu'on dit en Haïti, faut que c'est lit. Il faut que ce soit ça. C'est ça qui est ça. Donc, on n'a pas ce choix-là. Donc, c'est-à-dire qu'on écrit souvent dans l'urgence, on écrit, et puis je pense que ça vient souvent en poésie, parce que naturellement,
Tout Haïtien qui se respecte commence par un petit recueil de poésie, après jusqu'à devenir président, ou bien dictateur, ou bien ministre. Mais il commence. Et ça commence, c'est un vecteur de citoyenneté. Mais il ne se limite à rien. Il écrit des essais politiques, il peut écrire sur Chopin. Et ce matin, Franck Etienne, qui est né à Ravensèche, est en train de chanter en italien Pavarotti. Sole mio, sole. Dès que tu vois donc un Haïtien, tu dis, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Donc je pense qu'il y a un rêve de totalité. Comme les gens n'ont rien, ne dites pas ça c'est la poésie, ça c'est le roman, ça c'est l'essai. Ils n'ont rien appris comme ça. Une question de Daniel à Sophia pour terminer la série des questions des étudiants et étudiantes. Bonsoir, désolé. Je m'appelle Daniel. J'ai une question pour Sophia. Quel est le lien entre vos sujets de recherche et vos poèmes? Merci beaucoup. J'ai étudié la géopolitique à l'université donc moi je suis passée de la prose à la poésie. Donc j'ai fait le switch parce que d'abord j'avais écrit des livres d'analyse géopolitique. Avant j'étais prête-plume pour des personnes. Donc vous voyez, on vous paye pour écrire des livres pour des gens que vous ne signez pas parce qu'en fait on vous paye pour les écrire. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et j'ai écrit plein de livres de géopolitique sur le monde arabe. Et après, j'ai écrit un livre, là pour le coup, que j'ai signé. C'était sur le lobby saoudien en France, notamment en travaillant sur les Wikileaks saoudiens, en gros sur les financements, etc., suite à l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat. Donc je viens de ce milieu-là, le milieu de la géopolitique. Que j'ai choisi parce qu'il m'a beaucoup intéressée pour essayer de comprendre pourquoi nous, on doit vivre, pourquoi on a vécu toutes ces guerres en fait, qu'est-ce qui explique cette appétence pour le monde arabe, pour le Liban, etc., depuis la nuit des temps, etc. Et jusqu'au glissement donc, je vous disais tout à l'heure, l'explosion du port de Beyrouth, ensuite ça s'est enchaîné, couche sur couche. Je ne sais pas combien de couches, en fait, sont capables d'encaisser, que ce soit les Libanais, mais pas que, évidemment. Et donc, face à toutes ces couches, moi, j'ai enlevé des couches de géopolitique, de couches de prose, parce qu'en fait, le temps est à l'urgence, comme tu disais, Rodney. Et en fait, à un moment donné, il reste... parfois, juste avec quelques mots, tu peux faire du feu. Plus même, je dirais, que prendre le temps de te poser, allez hop, le soir, après une journée fatiguée, tu lis de la géopolitique. C'est très bien pour les personnes qui ont la disponibilité mentale, émotionnelle. C'est juste que même moi, je n'arrive plus à lire de la géopolitique. D'ailleurs, même moi, je n'ai plus écrit d'études géopolitiques depuis très longtemps. Mais parce qu'en fait, juste... ce qui me traverse, au final, c'est moi en tant que personne, quel est mon témoignage de vie finalement. J'ai vécu la guerre de 2006, mon père était prisonnier politique au moment des prisons israéliennes dans le sud Liban. Moi, j'ai vécu la guerre de 2006. Là, on vit de nouveau une guerre depuis 3 ans, 2 ans et demi, parce que le sud est bombardé. Moi, mon témoignage, il arrive aussi comme, voilà, aujourd'hui je suis invitée en tant que poétesse, mais je vous parle aussi, voilà, j'arrête pas de parler du Liban, de la géopolitique, etc. Est-ce que c'est un témoignage géopolitique? Et au final, c'est ça peut-être aussi, c'est-à-dire témoigner en enlevant toutes les couches et juste en gardant quelques mots. Voilà, donc merci beaucoup pour la question. J'aimerais qu'on vous entende, Marc-Alexandre, pour terminer, qu'on entende un peu les voix des 3 poètes qui n'ont pas eu la parole orale. Un choix de poème relativement court que vous aimeriez nous dire là, maintenant. Quelques poèmes, étincelles d'âme à âme,
qui se dresse en vertige et s'érige au-dessus du désastre. Quelques poèmes, étincelles d'âme à âme, qui se dressent en vertige et s'érige au-dessus du désastre. Quelques poèmes pour nous dire qui nous sommes. Quelques poèmes pour vous dire qui nous sommes, qui nous étions demain, qui nous serons hier. Quelques poèmes pour tenir ensemble dans le jour qui tremble. Quelques poèmes pour tenir ensemble, tenir à la vie, tenir à la poésie de la vie, tenir, et faire advenir le jour en nous. Quelques poèmes, étincelles d'âme à âme. Merci. Rodney. Extrait du dernier recueil de Rodney, donc Fais du feu. Ouais. Tu vas lire pour moi, capitaine. J'ai besoin d'un slammer. Comme on appelle ça, les écrivains compères. Près de plume, près de bouche, près de voix. J'ai besoin d'un près de voix. Fais du feu, fais du feu. Fais du feu pour le feu, c'est si simple, l'un métier d'être au monde. C'est si simple, faire du feu, fais du feu. C'est si simple d'être deux. Fais du feu, fais du feu. Je n'ai pas connu mon père. Mon père était une photo enfouie au fond de l'armoire. On disait qu'il était menuisier. On disait qu'il travaillait le bois. On disait qu'il sculptait les portes du village. On disait que sa main était d'or. Mon père faisait des chaises, mon père faisait des tables, mon père faisait des garde-manger. Mon père animait le feu au flanc de son bois. Mon père célébrait la forêt en priant autour du feu. Il est parti avec les guerriers de la tribu pour sculpter la route de l'esclave. Mon père n'est jamais revenu. Reste près du cœur le souvenir du père gravé dans du bois mort. Pour se rappeler que mon père n'est pas revenu, tout le monde a fait un grand feu. Tout le monde se rassemble, tout le monde chante des cantiques d'étincelles, tout le monde fait du feu, tout le monde prie, tout le monde danse. Un boucan de voix résonne, un boucan de feu reflue dans la main du monde. Ma mère s'appelait Abeille. Abeille est son nom de lumière. Dans sa vie de femme, son vrai nom est Bertha, femme totale, capitale. Bertha aux yeux d'amande. Elle était l'homme, elle était la femme. Elle portait le ciel et les étoiles sur ses larges épaules. Elle chassait les vautours. La calebasse du temps tournait sur sa tête d'osier. Elle priait pour la pluie, elle priait pour le pain, elle priait pour la terre, elle priait pour le ciel, elle priait pour le rosier nain. Elle demandait aux arbres de semencer la terre. Les arbres grandissaient jusqu'à toucher ciel. Ma mère n'a pas eu le Nobel. Ma mère est morte seule un après-midi de janvier dans une chambre d'hôpital, avec la ferme intention de retrouver ses arbres au ciel. Et elle chantera sa chanson « Mian, mian, un seul amour ». Bertha chantera pour entrer là-haut. Bertha chantera au pays sans chapeau, la tête droite. Bertha chantera pour monter au ciel, le cœur en paix. Bertha chantera pour saluer les morts. Bertha chantera pour aller droit devant
au rendez-vous de la vérité. Merci beaucoup. Pour terminer, on ne vous a pas entendu dire de texte, Sophia, donc un dernier texte qui n'est pas inédit puisque vous allez le lire, mais qui est dans un recueil collectif. Un recueil collectif pour le Liban à l'occasion des 50 ans de la guerre civile qui a eu lieu il y a quelques mois. Et donc c'est un poème que j'avais écrit initialement pour les enfants du lycée Tebnin que j'avais rencontré, donc sud-sud Liban, en 2023. Donc là, je le dédie à toutes les personnes déplacées aussi, affectées par la guerre. Ne t'en fais pas, je me souviens. J'ai vu le soleil triste perforé par les armes dans le cahier de l'écolière. On dit que les enfants dessinent très bien le soleil. Un demi-cercle en haut à droite, en jaune et au centre de la page, un ciel. Un vaste ciel et des oiseaux, toujours des oiseaux sur fond rouge. Ne t'en fais pas, je me souviens. J'ai vu le ciel saignant à vif des éclats de rayons amers dans le cahier de l'écolière. On dit que les enfants dessinent très bien le ciel et ses blessures et des virgules, toujours des virgules, comme si le ciel n'avait pas fini de raconter son histoire, comme s'il ne savait pas si cette virgule sur sa peau était un avion de chasse ou un sourire. Le vol trouble parfois les frontières du regard, on ne sait plus et dès qu'on l'apprend, il est souvent trop tard. On dit que les enfants dessinent très bien les maisons, ou ce qu'il en reste, et leurs familles, ou ce qu'il en reste. Dans le coin de la chambre, les cendres pleurent encore. Reste-t-il des centimètres à sauver ? Bien sûr qu'il en reste. Ne t'en fais pas, je me souviens. J'ai vu dans chaque fleur blessée par balle un petit soleil. On dit que les enfants dessinent très bien les fleurs. Une tige, une petite feuille à gauche, un cœur et des pétales tout autour. Et leurs éclipses, quand la nuit tombe, elles aussi, alors les feuilles pleurent la perte avec nous, et la lune, et les cigales, et les chouettes, et les cyprès, et les bourgeons, et les forêts, et les lacs, et les étoiles, et les planètes. Le monde entier pleure la perte avec nous, sauf... Ne t'en fais pas. Je me souviens, et s'il le faut, j'inventerai une nouvelle langue pour te chanter des berceuses, un nouvel alphabet pour picorer les cendres, pour dépoussiérer les virgules. J'inventerai tout cela et plus encore. T'offrirai la ponctuation, des sourires à n'en plus finir. Je broderai le tout sur les nuages, et de ton nom remplirai le soleil. Merci beaucoup à tous les quatre de vous être prêtés à ce jeu de questions-réponses et de nous avoir fait entendre vos textes. Vos livres sont, pour ceux qui sont avec nous dans la salle, vos livres sont sur la table de la librairie à la sortie. Je vous invite évidemment à vous en saisir et surtout à les lire. Merci à tous les quatre. Bonne fin de journée à tous ceux qui nous écoutent aussi un petit peu partout dans le monde. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs. Et à bientôt pour d'autres rencontres. Merci à tous, bonne fin de soirée et bonne lecture.